Good evening, Dave. Do you mind if I ask you a personal question? Hello Dave. Bonjour Don Rachid, ça va? Et ben moi je suis très content d'être ici. Depuis le temps que je voulais le faire, ça me fait plaisir. La première question, je pense que tu la connais. Quel est ton plus ancien souvenir et quel âge penses-tu que tu avais? Je crois, c'est bizarre, hein, mais c'est le plus ancien dont je me souviens avec des flashs, c'est ma circoncision. Comment tu peux t'en souvenir? Est-ce que tu es... Je sais, j'étais en plus en Algérie, j'étais très très petit. Ah ouais. Et... Ah, tu peux, que je suis bête, bien sûr. J'allais dire tu peux. Non. Chez les juifs, c'est 7 jours, 8 jours. Ouais, et chez les musulmans, c'est 7 ans, 8 ans. Ouais, tu peux loin, mais le mieux c'est de le faire petit. Ah, c'est tout, ouais. Tu l'as fait, t'avais quel âge, tu penses? Je crois que j'avais 1 an et demi, 2 ans, un truc comme ça, 2 ans. Mais je me rappelle, en fait, c'est juste des flashs, tu vois. Ouais. C'est juste, je me rappelle très bien d'être ma mère qui me portait, et puis moi qui me recule parce que j'avais mal. J'étais en djellaba et tout, et c'est le plus gros souvenir, le vieux souvenir que j'ai, mais c'est que des flashs, c'est pas précis. Et quelle donc ta mère? Ouais. Quoi d'autre? L'Algérie, parce que j'étais en Algérie quand j'étais petit. À quel endroit, dans quelle ville? À Sétif. D'accord. Voilà. Et après, je suis venu en France très tôt. Mais c'est vraiment le truc. Et en plus, des fois, je me dis, mais comment ça se fait que je me souvienne de ça? Pas forcément la douleur, parce que c'est pas ça qui m'a. C'est, je sais pas, toute l'ambiance, le flash, le truc. J'ai ce flash de ma mère qui me tient et moi qui fait aïe aïe aïe. C'est tout. Et quel est ton premier souvenir en France? Ma rue. C'est là où j'ai grandi, la rue où j'ai grandi. Je sais que je sortais tout le temps dans cette rue. C'est laquelle? C'est la rue du Hamel à Lyon. Et c'est un quartier, c'est un petit quartier. Tout le monde se connaissait, il y avait tout le temps les petites habitudes. Quand on sortait dans ma rue, il y avait toujours le vieux raciste avec son chien. C'était génial, c'était un gros raciste avec son Yorkshire, qui est mort depuis, je pense. Et il était tout le temps en train de nous regarder de travers. Mais en même temps, comme il nous voyait tous les jours, il vivait avec nous, quoi. Au bout de la rue, il y avait un bar où il y avait un raciste aussi. Je te jure, c'est des trucs qui me marquent. Et on vivait dans ce quartier, et j'ai grandi avec des amis qui habitaient dans le pâté de maison. Il y avait mon ami Laurent, qui était juif, qui est toujours d'ailleurs. Oui. Mon ami Vincent, qui est totalement français, normal, sans origine, vraiment français de souche. Et il y avait Tarek, il y avait vraiment, il y avait toutes les races dans un seul endroit, et du coup on a vécu ensemble. Toute la France. Ouais, et du coup on n'a aucun problème en fait. Je pense que ça m'a aidé beaucoup dans mon enfance. Après, j'ai déménagé dans des quartiers et c'était un peu plus sectaire et plus communautaire. Tu avais quel âge quand t'as déménagé? Je sais pas, j'avais 12 ans, un truc comme ça. Oui, donc tout ta vraie enfance, ouais, ma vraie enfance, souvenir, ouais, ça t'a marqué au centre de Lyon et avec tout, en fait. C'est ça qui nous a permis, à nous tous, hein, parce que tous, du coup, on a bénéficié de la culture de chacun. Moi, j'allais des fois pour Shabbat avec mon pote, on allait à la synagogue. Je me rappelle qu'il m'avait ramené à la synagogue un jour. Et lui, il venait chez moi manger, et nos mères se parlaient en arabe. Et moi, en fait, quand j'étais petit, je comprenais pas ce truc de se dire pourquoi sa mère parlait arabe, je comprenais pas. Lui et un autre pote, ils ont essayé de me cacher qu'il était juif. Et un jour, il est venu vers moi, il m'a dit ouais, je vais te dire un truc, mais tu répètes à personne. Il me dit, je suis juif. Ouais, je savais pas ce que c'était, tu vois. Et je dis ouais, c'est quoi la juivie? et du coup, tous, on a bénéficié de la culture de l'un et de l'autre, et nos parents, ils parlaient ensemble. Enfin, tu sais, il y avait aucun problème. Et après, forcément, quand j'ai déménagé en quartier, on était plus reclus entre nous. Quand on va dans un quartier, malheureusement, en France, c'est ça. On est tous entre nous et on se mélange pas, et ce qui fait que ça crée beaucoup de frustration d'un côté ou de l'autre. Et justement, c'est amusant parce que tu dis que c'était très mélangé, vous étiez plusieurs cultures. Ouais. Maintenant, on est effectivement par quartier, par milieux sociaux, par milieux religieux. Tu sens que ça s'accentue de plus en plus? Ouais, oui, ça devient très 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 chiant, là. Ça devient très très grave. C'est plein de gens qui gueulent et qui sont l'un contre l'autre, et au milieu il y a des gens comme nous qui s'aiment, on n'a aucun problème. En fait, on pense jamais à j'espère la majorité qui est au milieu de tout ça et qui s'aime. En fait, on en a rien à foutre. Mais alors, j'espère que je me trompe pas, mais moi je trouve que faut faire ça très tôt, comme moi j'ai eu la chance d'avoir. Mais je pense que ça marche. Nous, on n'a aucun problème. Donc au fond, c'est une question d'éducation. C'est une question d'éducation dès le départ. Et évidemment que le mec qui vit dans un village de 40 habitants et qui a jamais vu un arabe, il a peur et ça lui fait chier de se sentir envahi. Mais quand on vit tous ensemble, moi je te dis, je parle pour moi et mes proches, on n'a aucun problème. Tu vois, moi quand je sors dehors, je me suis jamais fait insulter. Alors, on a des regards bizarres parce que ça, les gens ne s'en rendent pas compte. Mais c'est une réalité. Franchement, combien de fois je suis allé dans un endroit où il y a des mecs qui me regardent bizarrement, ou des gens qui me regardent bizarrement parce que je suis rebeu. Ça existe encore. Tous les gens qui ne connaissent pas ça et ne vivent pas ça n'arrivent pas à comprendre et me disent mais non, ça c'est fini.
féministe, c'était non, c'est vrai. Quand on l'explique, les gens disent mais c'est bon, t'es parano et tout. Non, je suis pas parano, je le vis, mon gars. Ça fait je sais pas combien de temps que à chaque fois et dans chaque milieu, et peu importe mon niveau social, à chaque fois j'ai vécu des barrières qui me font me dire mais pourquoi ils me regardent comme ça, tu vois. Et c'est un truc, c'est un vrai truc, c'est palpable, ça existe. Pour toi, c'était un handicap au niveau du boulot? Au début, oui. Ouais, comme partout, évidemment, quand on voit ton CV, quand on voit il y a ton nom directement. Je m'appelle Mohamed, donc c'est vraiment, je peux pas faire plus grillé. Et du coup, j'ai vécu 2-3 fois, mais après, c'est pas, ça empêche pas de bosser, je pense. Parce que j'ai travaillé, j'ai toujours travaillé, y a pas de problème. Si t'es pas fainéant, tu travailles. Mais je pense que ça t'empêche de faire ce que tu veux vraiment. Je pense déjà qu'il faut en faire 15 fois plus, c'est sûr et certain. Moi, mon frère, il est chercheur en cancérologie. Et pour faire ses études, il a bossé beaucoup plus que n'importe qui. Ma famille n'a pas d'argent. Lui, il a dû trouver des bourses. Il a dû, en plus, c'est long, c'est des études. C'est ça. Et c'est ça. Et nous, on a vécu dans une pièce à 5. Et lui, il devait faire ses devoirs sur le côté pendant que ma soeur, elle écoutait sa musique. Moi, je regardais la télé. Enfin, c'est sûr qu'il en a fait plus. Comme parfois les femmes aussi le disent, parfois à des postes aussi assez élevés, elles doivent en faire plus pour montrer. C'est ça. On a ce truc, et c'est pour ça que des fois le féminisme à outrance, je trouve ça un peu chelou, parce que autant on défend les femmes, je suis totalement d'accord. Moi, j'ai été élevé par des femmes, et je trouve que c'est génial. Mais des fois, ils se mettent pas à la place d'autres minorités qui galèrent autant. Ça dépend des milieux, en fait. Et je pense que c'est plus un problème social. Voilà, c'est parce que le blanc qui grandit dans un quartier, et il y en a beaucoup qui ont grandi dans mon quartier, le français qui grandit dans un quartier qui n'a pas d'origine, rien du tout, galère aussi. Alors, moins sur le CV quand il envoie et qu'il balance, qui s'appelle Frédéric, il galère moins, mais il galère aussi socialement à pas pouvoir payer ses trucs et tout. Je pense qu'on est tous dans une même galère, et je pense qu'il y a un racisme social après le racisme physique. Et moi, franchement, je touche du bois et je suis trop content d'avoir pris cette voie sans faire exprès, parce que j'ai vécu toute cette galère jusqu'à 25-26 ans. Comment c'est venu justement? Comment s'est fait cette transition? Comment tu es arrivé à YouTube, à la comédie, en fait, tu vois, depuis tout petit, je fais le con. J'ai grandi en foyer. Donc ça, voilà, j'ai toute mon enfance de 7 ans, parce qu'à 5 dans une pièce, c'est pas possible. Donc la semaine, ils en pouvaient plus, je dormais en classe. Donc les services sociaux sont venus me chercher, ils m'ont mis en foyer. Donc de 7 ans jusqu'à 17 ans, j'étais en foyer. Et du coup, là-bas, déjà, les éducateurs, ils me disaient ouais, toi, tu devrais faire un truc dans le théâtre ou quelque chose, parce que t'as quelque chose. Moi, je m'en rendais pas compte, et puis en plus, j'étais une Kaira, rebelle. Et je disais, oh, laisse-moi tranquille avec ton truc de théâtre. En fait, on est quand on est jeune comme ça, on est dans un rejet de la culture, de tout ce qui est culture. Et d'autant plus culture académique, et d'autant plus. Mais c'est même pas. C'est même pas volontaire, c'est même pas, on réfléchit pas, on n'a pas de recul. De moi, tout ce que c'est aussi l'image de si tu veux être un mec, c'est pas un truc de mec, c'est un truc de gonzesse, c'est un truc de. Il y a aussi ce truc. Mais après ça, c'est un débat qui est aussi bon à aborder. C'est c'est ce truc de peu importe c'est ce truc d'homophobie qu'on a naturellement quand on est jeune et quand on grandit dans un milieu un peu au quartier et tout, etc. On a c'est vrai, c'est une vérité. On a une homophobie qui est là tout de suite, et même dans n'importe quel milieu, que ce soit au quartier ou que ce soit dans des campagnes ou des campagnards entre eux, il y a une homophobie comme ça de culture. Et tu l'as beaucoup dans la culture latine, méditerranéenne. Ouais, c'est ça. Tous les pays méditerranéens. C'est ça, et donc c'est ça. Les gens qui sont de cette culture-là. C'est ça. Des fois, ils aiment bien pointer le doigt en disant ouais, mais les quartiers, c'est vraiment les plus gros homophobes du monde. Non, c'est tout ce qui est tout ce qui manque de culture et d'ouverture. Donc évidemment, il y en a chez les campagnards, il y en a chez la culture méditerranéenne et tout. Et on a ce truc de rejet, de se dire si je lis un livre, je suis pas une tapette, je vais pas lire un livre, tu vois. Et c'est même pas. Et moi, je trouve pas ça méchant. Je trouve que c'est bête, juste bête. C'est privé au fond. Parce que j'étais totalement moi aussi réfractaire total, et je me disais mais non, mais c'est n'importe quoi, c'est un truc de tapette ça et tout. Et plus j'ai avancé, plus j'ai connu des gens, plus je me suis cultivé, et ça t'apporte la culture. Je pense qu'elle apporte une ouverture que t'as pas quand tu te construis. Plus t'es cultivé. Après il y a des cons cultivés aussi, hein, donc ça on peut rien y faire. Mais je pense que la culture ça aide vraiment à ça. Et du coup oui, pour revenir au théâtre, ouais c'est vrai que c'était un truc où je me disais c'est pour les tapettes, c'est vrai. C'est ça, c'est bon, je m'en bats les couilles du théâtre, laisse-moi tranquille. Et petit à petit, je lisais beaucoup des BD. Je lisais beaucoup de bandes dessinées, j'aimais beaucoup les films, j'étais très cinéma et tout. Et ça m'était sorti de la tête parce qu'au bout d'un moment, je m'en foutais, c'était pas le truc que. Je me suis pas dit, ah putain, il faut vraiment que je fasse ça dans ma vie. Et petit à petit, j'ai commencé à travailler. Il fallait bien que je gagne ma vie autrement. C'était pas une vocation, je me suis pas dit, je vais faire comédien, je vais être sur YouTube, ou, tu vois.
Et à force de travailler, de galérer, parce que j'ai toujours travaillé, ça c'est un truc cool, j'ai toujours trouvé du travail, en intérim, en galère, dans des trucs qui me plaisent pas du tout, mais j'ai eu de la chance en fait. J'étais vendeur chez France Télécom et ça c'était une grande chance, tu vois. C'était, je sais pas comment, enfin c'est tombé par hasard et j'ai kiffé. Et entre temps, je faisais des petites vidéos comme ça, parce qu'il y a Internet qui est arrivé. Moi, Internet, j'ai pas grandi avec. C'est arrivé quand j'étais déjà ado, même plus qu'ado, quoi. J'avais 17-18 ans, tu vois. J'avais pas d'ordi avant. Il y avait déjà les ordi, il y avait déjà Internet, mais j'avais pas de sous pour les acheter ni rien du tout. Et c'est arrivé au moment où j'étais 17-18 ans et j'ai commencé à regarder ça. Je me suis dit, c'est pas mal ça, putain, il y a des trucs de ouf. Mais j'étais à fond dessus. Et j'ai vu Skyblog et tout. Je m'étais créé un réseau social. Le premier, c'était Skyblog. Je faisais des petites vidéos pour faire rire mes potes, mais vraiment. Et à la base, ça a même commencé avant Internet. Je sais un pote avait un caméscope et je le prenais pour faire n'importe quoi avec. J'ai encore des bandes où je fais n'importe quoi. Et je sais pas, ça m'amusait de me voir, ça m'amusait de faire ça. Et je faisais des montages avec 2 magnétoscopes. Je prenais un magnétoscope et un autre et j'enregistrais pour couper au moment et tout. Et j'avais déliré 2-3 ans là-dessus comme ça. Et quand Internet est arrivé et que j'ai vu la possibilité de montage, de se filmer, de mettre ça et de montrer à tes potes plus facilement par MSN ou machin. Au début, je mettais mes vidéos sur MSN en pseudo, tu vois. Et donc tu pouvais cliquer. Et c'était nul à chier, mais ça faisait rire mes potes et tout. Et un jour, j'avais fait, dans la continuité, j'ai fait un truc qui s'appelle, c'était l'époque de la tectonique. Et j'ai fait un truc sur la tectonique pour me foutre de leur gueule. Et j'ai mis ça sur Skyblog. Et j'avais pas encore cette notion de me dire, putain, le buzz, ça va plaire à d'autres personnes. Moi, je pensais que c'était que pour mon entourage. La vidéo a été trouvée. Et elle a été partagée sur des sites, les premiers sites, en disant, c'est génial la vidéo sur la tectonique. Un site de tectonique a partagé. Il y avait déjà des sites de tectonique, c'est ridicule. Paix à leur âme. Et du coup, ça a buzzé de ouf. J'ai fait 200 000 vues. Ce qui était gigantesque. Mais c'est incroyable sur Dailymotion. C'est incroyable, 200 000 vues sur Dailymotion. Et j'ai fait putain, mais qu'est-ce qui se passe? Là, je vois Canal qui m'appelle pour les films faits à la maison, qui me demande la vidéo. J'ai fait putain, mais c'est incroyable. Et là, ça a commencé à nourrir ce que je voulais pas. Parce que maintenant, ils sont drôles. Les youtubeurs, c'est que ils savent ce qui va se passer. Ils savent que s'ils cartonnent, ils connaissent le chemin, ils connaissent les mots-clés à mettre, ils connaissent tous les vices qu'il y a pour faire de la vue, ils connaissent tout, ils sont tout préparés. Mais nous, à l'époque, on s'en foutait. C'était spontané. C'était spontané, c'était spontané, il n'y avait même pas encore de démarche artistique. Je te dis la vérité, c'était vraiment, regarde, je fais rire mes potes, et il n'y avait pas tout ce vice et tout, donc c'est sorti, j'ai fait putain, c'est quoi ce buzz? Et tout de suite après, j'ai eu la chance, et ça c'est encore un hasard, j'ai beaucoup de chance, et je pense que ça fait partie je pense que les réussites et tout, c'est le travail et la chance. Et il y a des trucs qui se passent au moment où tu te dis putain, mais c'est ouf. Et je pense ça, après, on va rentrer dans l'ésotérisme bizarre et tout, mais je pense que inconsciemment, quand tu veux quelque chose, quand tu le penses, t'y penses, mais tu le laisses de côté, tu l'attires au bout d'un moment. Tu attires ce que tu veux. Je pense que ça c'est mon côté yoga. et oui, du coup, ça a buzzé de ouf et j'ai continué à en faire. Je me suis dit, tous les week-ends, je travaillais à France Télécom et le week-end, je faisais ça, je mettais ça sur MySpace. Et après, là, il y a une démarche artistique qui se crée. Et très vite, j'ai été pris par hasard pour un téléfilm sur France 2. Et c'est là que ça a vraiment, je pense que le déclic, il était là. Chambre d'hôtel de ouf, chauffeur qui vient te chercher, fiche de service, je savais même pas la lire, je demandais aux autres comédiens, mais qu'est-ce qu'on fait ça? C'est quoi? Je te jure, hein, je me rappelle très bien, ils m'ont bien aidé d'ailleurs, c'était Marc Duret, Le flic dans la haine. D'accord. Donc voilà, pour moi c'était ouf, c'était un film de mon enfance et tout. Et je suis arrivé le premier jour sur le plateau avec tout ça, tout le truc, j'ai fait ok, c'est ça que je vais faire toute ma vie, c'est sûr. C'est là vraiment, là j'étais sûr de moi. Et j'ai continué, et puis ça a marché de mieux en mieux, Internet s'est développé. Et contrairement à mes autres camarades qui ont réussi très vite, enfin pas très vite, ils ont galéré un peu aussi, mais au bout de 3-4 ans c'était réglé. Moi je suis resté 7 ans à faire des vidéos et les gens ne savent pas. Parce que sur ma chaîne YouTube, j'ai uploadé les vidéos en 2011. Ouais. Parce qu'on m'avait piraté ma première chaîne qui date de 2005. Tu vois? Donc ils ont l'impression, non, je suis là depuis très longtemps. Les vraies dates, c'est sur Dailymotion. Si vous voulez voir les vraies dates, c'est sur Dailymotion. Et du coup, eux, ils ont réussi assez vite. Et moi, au bout de 7 ans, je gagnais pas ma vie. J'étais, ça. J'avais tout arrêté en plus en me disant, je vais faire ça. Et du coup, je pensais que ça allait enchaîner après le film. Et je me suis retrouvé au RSA à base de galères. Et c'est pas grave parce que là, du coup, je commençais à être passionné. J'écrivais, j'en tournais tout le temps. J'arrêtais pas, je réfléchissais pas à qu'est-ce que ça va faire comme vue ou pas, etc. Et en même temps, c'est ça qui est bien. C'est ta montée, elle est progressive. C'est ça. Je pense que c'est beaucoup plus simple. Et ouais, je te jure que ça m'a apporté un truc. Et le truc qui arrive maintenant et qui est un peu... moi, j'ai jamais fait ça pour ça. Moi, j'ai un petit problème avec la notoriété. Tu vois, ça fait mec qui se la raconte à chaque fois et tout, mais je te jure que j'adore voir des gens qui m'aiment. C'est beau, c'est génial.
tu te dis putain, mais pour que tu touches ces gens-là que tu ne connais pas et tout, c'est magnifique, c'est trop beau. Mais je tiens vraiment à ma vie privée, tu vois. Il y a d'autres youtubeurs qui racontent tout, qui mettent leur famille en photo, qui mettent leur sœur, leur femme, leur chien, leur mec, je sais rien, tu vois. Mais même leur YouTube, c'est leur vie privée. Leur YouTube, c'est leur vie privée. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Pour moi, il y a une barrière à pas franchir, c'est la vie privée. Et quand tu as envie de donner de la vie privée, tu donnes par exemple là. Là, j'ai envie, c'est moi qui choisis. C'est moi qui dis, je vais donner ma vie, je vais donner ce que je veux, parce que c'est agréable, parce que le mec, je l'aime bien, parce qu'il y a un truc qui se passe, ou artistiquement. Par exemple, là, je prépare une BD pour la rentrée, et là, je raconte, c'est une biographie, tu vois. Là, j'ai envie de le faire artistiquement. Mais raconter sa vie, parce que le public veut ça et a besoin de ça, on rentre dans un délire de télé-réalité chelou, et c'est pas intéressant. Et ce truc de notoriété, au début, c'était cool, mais maintenant, sortir, parce que qu'il y ait des gens qui m'aiment ou qui m'aiment pas, quand je sors dans la rue aujourd'hui, je sors plus sans prendre une photo. C'est vrai, c'est un fait. C'est un fait. On te demande des. C'est ça, des selfies. Voilà, tu vois, donc tu peux pas sortir faire tes courses avec ta mère sans regarder à droite à gauche des gens qui te reconnaissent. Oui, tu peux pas être même désagréable, de mauvaise humeur. Tu peux pas, exactement. Dire merde, faire un doigt d'honneur en voiture. C'est exactement ça, parce que une fois, je me rappelle, je suis sorti, et c'était au début encore, parce que là c'est encore pire qu'avant. Au début, il y a un mec qui est venu me demander une photo alors que j'étais avec ma mère, j'étais en train de faire les courses tranquille, et j'étais un peu désagréable en disant, tu vois pas que tu me casses les couilles là, tu vois. J'étais désagréable et j'avais vu ça sur des forums, ouais, je l'ai vu, il se la raconte et tout. Les plus jeunes font pas la différence entre un youtubeur et un autre youtubeur. Pour eux, t'es sur YouTube, t'es un youtubeur. Alors que... Oui, alors que c'est que pour un comédien ou c'est pour... ça. Tout à fait. Étant sur YouTube, en fait, on se dit que tu donnes ta vie. C'est ça. Et alors que non, s'il y a des gamines qui kiffent regarder des trucs sur le maquillage et du lifestyle et tout, c'est génial, c'est bien, c'est drôle, c'est le Hélène et les garçons de notre époque, tu vois. C'est juste chiant qu'on pense youtubeur et on nous classe tous dans le même truc. On englobe tout. C'est ça. On englobe des gens, effectivement. Pour les gens, un youtubeur... J'ai regardé une émission, là, Le Quotidien avec Yann Barthès, et il montrait un sujet de mauvaise foi ultime sur Enjoy Phoenix. J'ai aucune raison de la défendre ni de la descendre, tu vois. Et je vois, ils font un sujet sur elle. Et il y avait Camélia Jordana invitée. Et ils font un sujet sur elle parce qu'elle était en dédicace. Elle signait son nouveau livre. Évidemment, son nouveau livre, c'est sûr et certain que c'est pas intéressant pour moi. Mais si ça fait plaisir à des petits filles, à des gamines, ouais, ça peut si ça touche des gamines, qui peuvent s'identifier, qui peuvent comprendre des problèmes qu'elles ont vécu elles aussi. Exactement. C'est si ça touche des gamines et tout, c'est bien. Il y a rien de malsain. Elle est pas sale cette fille. Elle fait des trucs. Elle le fait naturellement, tu vois. Elle est pas malsaine. Et le fait qu'on nous englobe avec elle, je trouve ça bizarre, mais je ne serais pas là à dire oh non mais c'est de la merde, faut descendre. Et le petit journal, elle faisait une séance de dédicace. Quand tu fais une séance de dédicace, j'en ai déjà fait, tu te répètes et t'es obligé de dire oui bonjour, suivant, t'es obligé de faire la même chose. Même moi, salut mon gars, ça va. C'est du travail à la chaîne. C'est du travail à la chaîne et ça fait plaisir aux fans. Et je pense que t'as pas d'autre choix, que tu peux pas avoir un discours différent pour chaque personne. T'essayes un petit peu, il y en a un qui a une casquette, tu fais très jolie casquette, c'est tout, tu vois. Et là ils l'ont descendu sur le fait qu'elle se répète et qu'elle répète tout le temps la même chose et tout. C'était trop malsain, c'était pas bien. Et tu vois Camélia Jordana qui était là, qui fait genre elle était outrée, mais arrête. Tu sais, c'est pas que YouTube, c'est le problème de la télé, de certains médias, de journaux tout simplement, qui ne cherchent pas à avoir une information, ils viennent déjà avec une idée, ils veulent détruire. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi je fais de la fiction, du documentaire, je fais plein de choses très différentes. Et souvent au documentaire, où ça frôlait entre le documentaire ou le reportage, j'ai vu qu'il fallait amadouer les gens. Parce que, vous êtes la télé, vous êtes, tu vois, il y avait une espèce de... Et ils ont raison. Ouais. J'allais pas leur dire non. Alors oui, il faut leur expliquer qu'on est différent, qu'on a envie d'aller vers eux et qu'on a envie d'être surpris. Mais la plupart des gens, c'est je m'en fous, je capte de la matière et je montrer ce que je veux. Ouais, c'est ça. J'ai déjà mon idée. Ouais, mais en plus, on est dans une époque où le bashing, ça marche de ouf. Énormément. Négatif. Le négatif, ça marche vraiment. Et c'est vraiment c'est un nid à vue, c'est un nid à buzz. Je t'ai invité dans cet à vous, et pour parler de j'ai fait une intervention avec Juppé. Et j'ai parlé de cette intervention en disant dès qu'on me ramène à l'arabe de service, c'est ce qu'il a essayé de faire gentiment. Et là, je vois les titres le lendemain dans les articles. John Rachid clash Juppé, je ne suis pas l'arabe de service et tout. C'est n'importe quoi. Ils sont dans la recherche, et même des vidéos YouTube, c'est ça maintenant. Ils sont dans la recherche du bashing, du clash, du machin. Alors, c'est le titre ici Paris, voici, c'est ça en fait. C'est ça, et même sur YouTube maintenant, ça vient sur YouTube, ça vient de partout, et c'est pas bien, c'est pas sain cette époque. Moi j'ai fait des vidéos où je me moquais gentiment, ça s'appelle J'ai mal au rap, je me moque gentiment des rappeurs. C'est gentil, je suis pas méchant, je ne les casse pas, c'est artistiquement, j'ai quelque chose, j'aime pas.
artistiquement. Mais humainement, je n'ai rien contre les personnes, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et aujourd'hui, quand tu dis quelque chose artistiquement, les gens pensent que c'est humainement tout de suite. Ça fait partie du bashing d'aujourd'hui, c'est ça, les gens aiment le buzz, le clash, le sang, alors que tu parles juste d'un truc que t'aimes pas. Tu sais, c'est les jeux du cirque. Ouais, c'est ça. On met dans l'arène et puis on dit vivant ou on tue. Ouais, en général, c'est vrai qu'aujourd'hui, être youtubeur, c'est être youtubeur, ils font pas de distinction. Et que ce soit. Après, je dis pas tout le monde, il y en a qui. Oui, mais ils la feront. Parce ouais, que au bout d'un moment, oui. C'est nouveau, tu sais, c'est comme le cinéma, quand le cinéma est apparu, c'était un art mineur, c'était un truc de forain, c'était honteux, c'était pareil pour le jazz. On disait c'est la musique de nègre. Ouais. Tu vois. Puis, à chaque fois qu'un genre musical, qu'un genre est arrivé, il a été méprisé. Puis après, on a compris qu'en fait, il y avait une multitude de choses et qu'en plus, on dit youtubeur, mais c'est un support. C'est comme la télé. C'est horrible. Mais la télé, t'as tout. T'as de la fiction, t'as du divertissement, t'as voilà. Non, mais moi, je me bats à chaque fois contre ça, mais de toute façon, je peux rien faire. Je pense que c'est une question de quelques années. Hein. Des fois, il y en a qui rajoutent un truc, youtubeur manga, vidéaste, youtubeur beauté, youtubeur. Et il n'y a pas ce truc, parce que nous, au-delà des podcasts que je fais de temps en temps, et dans les podcasts, je parle à la caméra et je joue surtout. Je suis comédien, tu vois. C'est ça que je veux montrer. Et quand on me dit oui, on reçoit le youtubeur John Rachid, des gens direct, ça fait les youtubeurs. Et il y a un truc sur ce truc. Et t'as raison, je pense qu'avec le temps, ça va changer. Si tu devais définir ton caractère, quel serait ton trait de caractère principal? Je lâche pas l'affaire. Je lâche rien, voilà, c'est ça. J'arrive même pas à trouver un mot, mais c'est ça, je lâche rien. C'est pas forcément, des fois, je suis pas travailleur, je suis feignant. Mais dès que j'ai une idée en tête, il faut que ça soit fait. Quel serait justement maintenant, quel serait ton défaut et quelle serait ta qualité principale? Mon défaut, je pense que je suis susceptible. J'essaye de gommer ça tous les jours. Je fais de mon mieux, je suis susceptible et c'est très dur parce que c'est surtout quoi dans la vie, ça joue sur tous les jours. Et quand t'es youtubeur en plus que t'es exposé, être susceptible c'est très très dur. Ça vient avec l'ego peut-être. Ouais, je pense ouais. J'en ai de l'ego, mais je trouve pas qu'ils sont. J'en ai évidemment. Hein, je suis artiste et tout. Mais c'est envie d'être aimé, de pas être. C'est ça. Je pense qu'il est bien pour l'instant encore bien placé et j'arrive à me démerder avec ça. Mais mon défaut, ouais, c'est ça, c'est très susceptible et une qualité, je suis travailleur, tu sais. non, une qualité, je sais pas, quand j'aime quelque chose ou quelqu'un, c'est vrai, je fais tout et voilà. C'est ça, quand tu donnes ta confiance. Quand je donne ma confiance, amitié, c'est ça. Je sens, dès que je sens, des fois, t'as toujours des gens qui viennent, qui tournent autour de toi, je sens direct quelle est la personne avec qui il se passe un truc ou c'est un ressenti, tu peux pas dire. Et je sais que cette personne, c'est. Voilà, toi tu sens le feeling s'il est honnête ou s'il est. Et après j'ai un défaut dans ma qualité, c'est que des fois j'aime beaucoup les gens, mais j'arrive pas à faire 20 choses à la fois. Donc j'arrive pas à donner mon temps également à certaines personnes et il faut que je gère et des fois ça me perd, des fois je donne pas de nouvelles à certaines personnes pendant longtemps et ils sont blessés, c'est normal. Et toi je suis au psy mais j'ai envie de tout te dire, c'est n'importe quoi. Et des fois je blesse des gens comme ça et c'est pas bien parce que je les aime vraiment mais des fois j'arrive pas à faire 20 000 trucs en même temps. Je sépare à chaque fois et je suis en mode y a ma famille à Lyon, il y a mes amis, il y a ce que j'ai rencontré à Paris qui sont devenus ma famille et mes amis. Dedans, et je protège tout ça, j'essaie de protéger tout ça en me disant tiens, c'est moi, hop, laissez-moi, ça c'est à moi, mais c'est autre part et c'est moins important. Tu vois, j'essaie à chaque fois de faire une bulle, 3 bulles différentes. Ouais. Mais mais donc c'est lourd effectivement à gérer. C'est ça. Mais j'aime ceux que j'aime, c'est que je les aime vraiment parce que j'ai choisi de les aimer vraiment, tu vois. Voilà. Quand t'étais enfant, tu t'imaginais faire quoi comme métier? Je voulais faire j'avais plein de trucs à un moment, je voulais faire dessinateur. Je sais pas parce que je dessinais tout le temps n'importe quoi et puis c'est avéré que je dessine maintenant très mal. Enfin pas top du tout. J'ai toujours eu ce truc de jamais trop me projeter pour pas trop être déçu, tu vois. Je me suis jamais dit putain il faut absolument que je fasse ça parce que quand tu le fais pas après tu t'es dégoûté. Il y a peut-être une ou deux fois ça m'a traversé la tête en me disant je veux faire du cinéma. En regardant des films je me suis dit putain je vais faire un acteur américain, tu vois. Et après non je te jure j'ai cette capacité et je pense que c'est bien de pas trop me projeter. Parce que j'ai été beaucoup déçu et que c'est resté de mon enfance. Jamais j'ai su ce qui allait se passer le mois d'après. Jamais. Et à chaque fois, il s'est passé des trucs de ouf. Pour l'instant, je vois et que ça continue. C'est une vraie qualité. Je pense que c'est une vraie, très grande qualité qu'on a souvent beaucoup plus tard. Parce que justement, surtout quand on est jeune, on se projette, on se dit dans 10 ans je fais ça, je fais tel film, tel truc, je suis marié, j'ai 3 enfants, j'achète telle maison. C'est pas comme ça que la vie marche. Non, mais c'est ridicule. Et je te jure, t'as raison, mais c'est vrai on est toujours déçu parce que ce qu'on projette, comme la vie, au fait, fait qu'on a des chemins qui vont se modifier.
C'est ça. C'est pour ça que je pense que je me suis protégé en faisant ça. Ouais. Mais c'est vrai maintenant, mais même maintenant, je fonctionne comme ça. Quand quelqu'un me dit, attends, tu vas faire un truc de ouf, tant que c'est pas fait, tant que c'est pas signé, tant que c'est pas acté, je m'en fous. C'est pas important. Et après, je fais comme pour revenir au truc un peu ouf que je t'ai dit tout à l'heure. C'est vrai que j'ai l'impression que des fois, tu as des idées que tu jettes comme ça autour de toi, qui sont là. Elles sont là, tu te dis, putain, j'aimerais bien faire. Je vais te donner un exemple tout simple. Une fois dans ma vie, je suis fan de doubleurs. De comédien de doublage. Et une fois dans ma vie, putain, j'aimerais bien faire du doublage. Et je l'ai lancé comme ça, tu vois. Et je me suis dit, bon, bah voilà, ça vient. Et je l'ai pas espéré. Je me suis pas dit, putain, il faut que je fasse du doublage, il faut que je fasse du doublage. Tu sais, il y a des gens qui sont déterminés comme ça et qui y arrivent. Moi, j'y arrive pas, je le lance. C'est fait. C'est dans ma tête, c'est dans un coin. Et peut-être ça vient, peut-être ça vient pas. Et au final, ça vient. Et ça m'est arrivé plein de fois sur plein de trucs. Je veux être comédien, je veux jouer dans un film ou un machin comme ça. Hop, j'ai joué, j'ai fait. Et à chaque fois, je lance des trucs qui arrivent. Et je pense que inconsciemment, tu vas le chercher. Tu vois, tu te mets dans des situations qui font que la vie, elle te l'emmène. Tu amènes les opportunités. C'est ça, mais sans faire exprès. Et s'il n'y a pas de pression, justement, tu seras assez à l'aise, assez serein pour que la personne te propose. Ouais, alors dernièrement, là, je peux pas le dire parce que c'est pas encore officiel, mais j'ai doublé une série de mon enfance. C'est super. J'ai doublé, c'est le truc le plus ouf pour moi. Ça, c'est génial. Et jamais de ma vie, je me suis dit que ça allait arriver. Jamais. Je l'ai pensé une fois en disant putain ce serait trop bien et je l'ai laissé dans le coin de ma tête. Un personnage qui existait déjà. C'est dans un dessin animé qui existe déjà. Bon, les gens vont deviner ceux qui me connaissent, mais je peux pas le dire officiellement. Officiellement, je peux pas le dire. Et c'est rien, c'est un petit perso, ça dure 3-4 épisodes. Mais pour moi, c'est ouf. Et il y a un truc aussi, je sais pas si c'est la croyance, parce que je suis croyant. Je me dis, peu importe ce qui se passe, j'ai confiance. Je sais pas pourquoi. J'ai dû rassurer 20 000 personnes autour de moi comme ça en me disant mais tu t'inquiètes pas et tout. Non, je m'inquiète pas. Je te jure, pour l'instant, je me suis jamais inquiété et j'ai confiance, je sais qu'il va se passer des choses. Est-ce que tu sens que tu as une bonne étoile ? Tout est prêt pour moi. Il n'y a pas de bonne étoile ou machin comme ça. D'accord, ouais. Je dis juste que je pense que je crois au karma. Je pense que plus tu fais des choses bien dans ta vie, plus tu ramasses du bien. Je pense que c'est une logique implacable. Je pense pas en termes de bonne étoile, je pense en termes il se passe des choses. Il se passe des choses qui étaient prévues et toi tu les attires ou tu les envoies en l'air, mais c'est pas grave, il y a un chemin. Il y a un chemin qui est fait. C'était dans le film Benjamin Button de David Fincher. Où il dit à un moment, la vie est faite des opportunités qu'on a prises et aussi celles qu'on n'a pas su saisir. C'est exactement ça. Mais c'est génial, c'est ça. C'est ça, il y a plein de trucs où à un moment ça s'est pas fait et derrière il y a eu un truc plus ouf qui s'est fait. Exactement, un mal pour un bien. C'est ça, et c'est déjà ça, mais aussi le truc c'est ça doit pas arriver. Il y a des trucs, si elles n'arrivent pas, ça doit pas arriver. Ou c'était pas le moment. C'est ça, il faut pas se dire dans sa tête, oh merde, non, c'est pas arrivé. Non, c'est pas grave, c'est pas arrivé, il y aura autre chose. Maintenant j'ai un planning, je sais ce que je fais dans les prochains jours parce que c'est acté, mais le reste, où je vais, dans un mois ce qui se passera, dans 2 mois ce qui se passera, je sais pas. À la rentrée ce qui va se passer, j'ai un livre, un bouquin, ça je suis en train de l'écrire, et comment il va marcher je m'en fous, et je sais pas ce qui va se passer. Toutes les années il s'est passé un truc de ouf. Et même quand il s'en passe pas, je vis des trucs de ouf. Je suis allé en Colombie. J'ai fait des voyages, je suis allé à Dubaï, c'est des trucs où jamais de ma vie je me serais dit. Oui, sur ta vie, il y a même à peine quelques années, tu vas faire tout ça. Et c'est même pas prévu, c'est d'un coup, bim, ça arrive et tu te dis putain, mais pourquoi ? Et c'est ce truc qui fait que j'ai confiance à chaque fois. Imagine, demain, tu peux inviter à un dîner la personne que tu veux, la personne de ton choix. Ça peut être une personne qui est décédée, une personne que tu ne connais pas, célèbre, pas célèbre. Je veux pas rentrer dans le larmoyant et dans le triste, donc je dirais pas mon père, parce que mon père est décédé, tu vois. Et je veux pas rentrer là-dedans. Je pense en mode artistique et idolâtrie, Akira Toriyama. C'est le dessinateur de Dragon Ball Z. Ouais. Et ce mec est l'homme le plus discret au monde, il y a personne qui le voit. Il est reclus et tout. Et il a tellement marqué vraiment ma vie. Pour de vrai, c'est con de dire ça d'un dessin animé, putain. Mais quand une œuvre, elle te touche autant, c'est qu'il y a un truc, tu vois. C'est qu'est-ce qui était très marqué, mais c'est un de mes potes aussi, c'est Wax. Oui, bah oui, mon poteau Wax, mais bien sûr. Nous deux, on se comprend là-dessus. Ah, mais là-dessus... On se comprend totalement, mais c'est génial, j'ai une petite bande de kiffeurs de DBZ. Mais c'est vrai que ce mec-là, comme il est discret, en fait, je pense que ces genres de trucs comme Dragon Ball Z et comme toute Madeleine de Proust qu'on a dans la vie, je pense que c'est important parce qu'elles font partie de notre vie, c'est-à-dire qu'elles nous ramènent à un moment de notre vie, tu vois. Je pense qu'elle est importante parce que pendant que je regardais Dragon Ball Z, je me rappelle exactement où j'étais, je me rappelle exactement ce que je faisais, et du coup ça touche encore plus. Moi la nostalgie ça me touche, dans mes vidéos ça se voit. Ce qui s'est passé avant, j'y tiens beaucoup et j'ai super bien vécu. Je pense que la nostalgie elle te touche à partir c'est bête, c'est un dessin animé, on s'en fout, c'est du vent, mais c'est de l'art.
c'est du vent, mais ça te ramène à une époque. Une musique peut te ramener à une époque. C'est un marqueur. C'est un marqueur, voilà. Et ce marqueur, comme c'est une série qui s'étend sur 30 ans, et ça continue encore, oui. Ce marqueur, il te poursuit toute ta vie. Donc du coup, tu te dis, putain, mais c'est vraiment... je suis très attaché, et je mangerai avec lui, parce que ce mec ne se montre pas, ne veut rien faire, et j'aimerais tellement parler avec ce mec. Voilà, tout simplement. Si, imagine, il ne te reste qu'une journée à vivre. Plus qu'une journée. Et tu ne peux pas communiquer avec les gens. Donc tu sais que tu vas profiter de cette journée, mais tu ne pourras pas dire « Dis, je veux te dire telle ou telle chose. » Putain. Donc tu profites de cette journée, avec les gens avec lesquels tu es, mais à la fin de la journée, tu meurs. Est-ce qu'il y aura des choses que tu auras regrettées ? Alors moi, dans ma vie, j'essaye de tout dire. Sans blesser personne. J'essaie de tout dire parce que j'aime pas les situations où ça reste dans un coin et quand ça pète, c'est encore pire. Vaut mieux désamorcer tout maintenant, comme ça c'est fait, on règle l'histoire, c'est chiant sur le moment, mais après ça passe. Si tu laisses gonfler un truc, c'est horrible. Donc je dis plus ou moins tout. Il y a des trucs où je profite pas assez. Ma grand-mère, elle est âgée, j'essaye. Là, je suis à Paris, elle est à Lyon, ça me fait chier, mais j'essaye de profiter au maximum d'elle. Et je me dis, putain, j'ai la chance, elle est encore là, tu vois. Et des fois, je pense, et c'est badant de ouf, je me dis, putain, mais quand elle sera plus là, je vais me dire, attends, là, t'aurais pu être avec elle au lieu d'être à Paris. Plein de trucs comme ça que je me dis. Elle est âgée, mais pourtant, je pense qu'elle va durer très longtemps. Mon arrière-grand-mère, elle est morte à 120 ans. Donc, tu vois, j'espère que ça va durer. Mais c'est juste que je me dis, des fois, je me dis, putain, je vais prendre en vidéo ma grand-mère, comme ça, j'ai des vidéos avec ma grand-mère, tu vois. J'en ai pas beaucoup. Et c'est le truc qui me touche le plus au monde. Je pense que c'est les personnes âgées, et parce que ma grand-mère m'a élevé aussi, tu vois. Et je passerai toute la dernière journée à être avec elle. Peu importe si je peux pas lui parler, je la regarde pendant toute la journée. Voilà, et là, ça me touche. Parce que là, c'est la personne la plus importante au monde. Tu as peur de perdre les gens ? Ouais, c'est flippant. Là, j'ai perdu mon père à 16 ans. Ouais. Et je pense que ça m'avait marqué de ouf. Je sais même pas, j'avais 14, un truc comme ça. En plus, c'est un âge charnière. Ouais, et j'ai pas vécu vraiment avec lui parce qu'il faisait des allers-retours entre le bled et la France. Et il travaillait en France, il repartait au bled de temps en temps et tout. Et quand il est parti, c'est une sensation bizarre parce que j'avais jamais vécu ça en fait. Et c'est trop bizarre, c'est pas agréable évidemment. Et je pense que tu te fais, au bout d'un moment, tu te fais l'idée parce que le temps efface tout. Pour moi, le temps efface vraiment tout. Et tu gardes dans ta tête les gens. Moi, mon père, il est là. Ça efface pas, ça cicatrise. Ça cicatrise, voilà. C'est pas vrai. Ça efface pas tout. Tu survis, tu construis, mais ça reste quand même une blessure qui reste. C'est ça. Et donc, mon père est là. Pour moi, il est tout le temps là, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que quand je commence à penser à ça, j'aime pas. Des fois, la nuit, ça t'arrive dans ton lit, tu commences à penser à ça. Tu fais non, on va penser à ça. Et je redoute, oui, ça me fait peur. Ouais, ça me fait peur. Ça me fait plus peur que moi. Ça me fait plus peur que ta propre mort. Ouais, j'ai peur évidemment, comme tout le monde, mais j'ai plus peur de perdre les gens que j'aime vraiment beaucoup que moi si je pars. Ils seront tristes, ils vont être tristes, mais ils me rejoignent après. Tu vois. Mais non, c'est vraiment, c'est surtout là où ça me touche vraiment et ça me fait très très peur. C'est le max, c'est ma grand-mère, quoi. C'est vraiment. C'est le truc où je sais que ça va être, ça va arriver un jour ou l'autre, mais c'est le moment le plus redouté de toute ma vie. C'est pour ça que des fois je me dis, il y a des trucs, c'est pas grave, parce que quand ce moment va arriver, ce sera le plus grave de tout. Il n'y aura rien de plus grave, c'est impossible, tu vois. Donc ça me fait peur, mais j'essaye dès que cette idée vient, là tu vois, j'en parle, ça m'énerve. Dès que cette idée vient, je fais, allez, dégage. Non, pas dégage, justement. Dès que cette idée vient, dis-toi que j'y consacre du temps. Ouais, mais que j'aille la voir, que c'est ce que je fais au max. Il y a des moments où, tu vois, là, on m'a encore proposé un tournage là, pour la fin de la semaine prochaine. Je vais arrêter, je vais annuler, je pense. Enfin, je vais le donner à quelqu'un d'autre. À Charles, par exemple. parce que j'ai besoin aussi d'aller voir mes parents, j'ai besoin d'aller... Voilà. On se rend pas compte, surtout dans ce travail où ça va à 1000 à l'heure, tu vois. Et puis c'est une passion aussi, on sait plus parfois. Ouais, c'est ça. Et moi, j'essaye... de toute façon, je me suis donné une règle totale, c'est de rentrer chez moi une fois par mois, obligatoirement. J'habite à Paris et à Lyon, et une fois par mois, il faut que je rentre chez moi. Tu vois, c'est obligatoire. Il n'y a pas de... j'aimerais tellement, des fois, je me dis, putain, mais ce serait bien qu'ils vivent à Paris, mais c'est impossible. Mes parents, enfin ma grand-mère, c'est une famille où tu bouges pas. Mon quartier, c'est mon quartier. Voilà, ça bougera pas, mais voilà. Mais en attendant, je fais tous mes allers-retours à chaque fois. Je la vois pas autant qu'avant, mais quand on se retrouve, c'est beaucoup mieux qu'avant. Enfin, pas mieux qu'avant, mais ça fait déjà 10 ans. Avant, j'étais un petit peu rebelle, mais là, ça fait 10 ans que ça se passe super bien. Et là, quand je reviens de Paris et tout, et je peux m'occuper d'eux maintenant, parce que financièrement, j'ai évolué. Ouais. Et je suis passé de RSA, où des fois même ma grand-mère, elle me donnait des thunes, tu vois, de sa retraite, à maintenant, c'est moi qui règle tout. Il n'y a plus aucun problème. Et souvent, les gens nous font chier avec les thunes.
C'est grave. Ils arrivent et ils te font une petite morale sur le fait que tu fasses des placements de produits, que tu fasses des... C'est ton job. C'est ça, que tu gagnes de l'argent, et en France c'est mal vu que tu gagnes de l'argent. Moi j'ai grandi dans une pièce à 5 personnes, j'étais en foyer, on a galéré pour des fois manger, ça fait mec, mais c'est même pas ça que je veux, j'en ai rien à foutre, c'est vrai. Je raconterai dans ma BD en plus, c'est vrai, je vais pas faire le mec qui fait l'armoyer, mais on a mangé au Resto du Cœur, ma mère elle allait chercher des repas, elle nous le ramenait, ma grand-mère aussi, et c'était la galère financièrement, totalement. Et aujourd'hui, où il n'y a plus aucune galère, des fois, même ma grand-mère et ma mère, elles n'arrivent pas à se mettre dans la tête que putain, maintenant il n'y a plus de galère. Elles font, oh là là, c'est cher et tout. J'en ai rien à foutre maintenant. Dès qu'elles me disent ça, j'en ai rien à foutre. Je fais, il n'y a pas de cher. Oui, parce qu'elles ont été élevées dans la difficulté. Moi, je pense que ma grand-mère, quand elle a été élevée dans la guerre, voilà, c'est une pomme de terre, c'était une pomme de terre pour vivre. Ça. Et aujourd'hui, et ce truc, des fois que ça me fait mal au cœur. Ma grand-mère, des fois, je lui donne de l'argent, elle fait mais non, elle est gênée et tout, alors qu'elle me donnait toute ma vie. Je te jure qu'à un moment, je me rappelle quand j'étais au RSA, elle venait et tous les jours, elle m'apportait 5 euros, elle me posait sur la table 5 euros. Tu sais, ça m'achetait mes clopes et j'achetais des conneries avec, tu vois. Mais elle me mettait tous les jours, tu vois. Et aujourd'hui, je lui donne tout ce que j'ai pratiquement et je m'en fous et c'est très bien. Et je donne tout. Et aujourd'hui, quand t'entends des gens qui viennent te faire. Une fois, à un moment, j'ai publié sur Instagram une photo. Parce que j'en avais marre, j'avais vu des donneurs de leçons à 2 balles qui ont grandi super bien au show. Et puis 2-3 reproches sur les placements de produits et tout. Et j'ai mis une photo de moi, j'ai retrouvé une photo de moi dans une pièce avec les murs qui s'effritent, c'est dégueulasse. Ça fait larmoyant, mais je suis très très fier de partir de là et d'arriver aujourd'hui à me dire à ma grand-mère, il n'y a rien, il n'y a pas de problème d'argent, facture, on a eu les huissiers. Toute mon enfance, j'ai eu les huissiers qui frappent, ça stresse. Je les connais pas, tu vois, c'est chiant quoi. Et aujourd'hui, il n'y a plus de ce problème-là. Et quand ma mère elle arrive, elle me dit, elle me fait des petits trucs à base de ah non, on peut pas, c'est chaud et tout. Je dis non, il n'y a plus de on peut pas. Je fais des petits placements de produits cool, j'arrive à bien vivre, à donner à ma famille, à partir en vacances, à faire des trucs cool. Et cette fierté de donner des thunes, ça annule tous les placements de produits, vendus, j'en ai rien à foutre. Moi, je fais ce que je fais, je suis en accord avec moi-même, je vais pas vendre mon cul pour je vais pas vendre mon cul pour des trucs avec lesquels je suis pas d'accord, je bois pas d'alcool non, mais en plus je vois, à chaque fois que tu fais effectivement des opérations, des choses comme ça, elles sont logiques, elles sont pas, c'est ça, je fais pas des trucs crades. En même temps, je veux dire, pareil, les gens s'imaginent qu'on vit d'amour et d'eau fraîche. Ouais. Surtout sur internet, voilà. Vu que c'est accessible et tout. Mais moi franchement ça me touche plus, hein. Je t'en ai parlé parce qu'on en parle, hein. Aujourd'hui au début ça me faisait chier, aujourd'hui ça me pose plus aucun problème. Aujourd'hui moi ce que je vois c'est quand je donne de l'argent à ma famille, quand je leur dis mais quel est le problème d'argent, il n'y a pas de problème d'argent, tu vois. Et encore c'est important pour toi cette position que tu prends dans ta famille de chef de famille au fond. Ouais, bah oui, parce que j'ai été élevé par 2 femmes, donc ma mère et ma grand-mère, et j'ai toujours été elles ont tout fait pour moi. Même quand j'étais en foyer, c'est pas grave, c'est parce qu'elles pouvaient pas, mais elles ont toujours tout fait pour moi. J'ai toujours eu mes consoles, j'ai toujours eu mes trucs DBZ, à chaque fois que je demandais, je criais, je faisais des crises. J'avais pas d'argent, elle m'achetait des cassettes vidéo Dragon Ball Z alors qu'on n'avait pas d'argent. C'est des dépenses inutiles pour des parents, tu vois. Inutiles mais fondamentales pour le bien-être de son enfant. C'est ça. Et donc aujourd'hui, moi, mon argent, je m'en fous des thunes. Je suis pas bling bling, je m'en bats les couilles, j'ai rien, j'ai pas de montre, j'ai pas de Rolex, j'ai rien du tout. J'aime bien les sapes et les figurines DBZ. Mon argent, il part là-dedans. Mon argent, il part dans des figurines et dans des conneries comme des vacances. Enfin, les vacances, pas des conneries, ça fait du bien. Mais les sapes, et je m'en fous le reste. Je m'en fous. J'ai pas le permis, j'ai pas besoin de voiture, j'ai pas besoin de bling bling, j'ai pas besoin de paraître, j'ai pas besoin d'or, de diams. Je m'en fous de ça. J'en ai rien à foutre. Moi, l'argent que j'ai, c'est soit pour des figurines, comme je t'ai dit, ou soit des mangas, des trucs culturels, des machins, ou soit pour ma famille, c'est tout. Ouais. C'est pour ça que cet argent que j'accumule, que je gagne, et on gagne bien des fois, tu vois. Et bah, cet argent, il est réinvesti des fois dans les vidéos. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Complètement. Il y a des fois où je remets des thunes dans mes vidéos. Ouais, ma chaîne elle est à perte. Hein. Ouais. Cette interview vérité là, tu l'auras nulle part. Il y a nulle part où tu trouves. C'est vrai en plus, j'ai jamais dit ça dans aucune interview. Je parle jamais comme ça. Merci beaucoup. Bah merci à toi. C'était vraiment très agréable et je pense que j'ai dit des trucs que je n'ai jamais dit de toute ma vie dans une interview ou devant une caméra et c'est incroyable. Il faut pas venir ici les gens parce que t'es dans une ambiance là derrière et mais il y a plein de gens là, vous voyez pas mais il y a des gens autour hein, et t'oublies tout, il se passe un truc ici. C'est incroyable. La sensation elle est vraiment incroyable. C'est parce que c'est le but. Hein. Et émotive en plus, émotion, t'as failli me faire monter, je me suis calmé tout à l'heure sur ma grand-mère, et c'est vraiment c'est incroyable, c'est très important, je trouve que cette chaîne est importante.
Et je pense que il faut venir ici vraiment, pour ressentir le truc qu'on ressent. Très très bien. Bravo Dave. Je vais te laisser seul. Ouais. Tu as 1 minute pour transmettre ton message translunaire. Salut à vous. Je sais pas si vous êtes des petits hommes verts ou vous avez la même forme que nous. Ici avant on était super bien, avant que tout disparaisse. Tout le monde s'aimait, c'était super bien. Tout le monde vivait ensemble, il y avait plein de races, plein de différences. Il y avait des extraterrestres de tout genre. Et puis à un moment c'est parti en couille petit à petit. Et on s'est pas rendu compte que c'est parti en couille. On a laissé faire. On n'a rien fait pour. On a détruit nous-mêmes ce qu'on avait créé et ce qu'on nous avait donné. Du coup, aujourd'hui, il n'y a plus rien du tout, à part cette trace de vidéo. Mais sachez qu'on était un peuple cool. On était un peuple qui s'aimait vraiment. Et on est une civilisation, même pas un peuple, on était une civilisation qui s'aimait vraiment. Et à un moment, on a vraiment tout gâché. Et c'est vraiment dommage. Donc si vous trouvez ce message et que vous voulez repeupler cette terre, venez, c'est cool, on mange bien, il y a des trucs à développer. Mais surtout, aimez-vous, parce que sinon ça va partir en couille. Et c'est ce qui s'est passé pour nous. Si tu es arrivé jusqu'ici et que tu en veux encore, clique ici en bas à droite. Et si tu veux voir ma prochaine vidéo, abonne-toi à ma chaîne en cliquant ici, sur la gauche.